Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu donc une émissaire du président sud-soudanais. Et en Tunisie, Raïs Saïd est largement élu président en Tunisie suite donc aux élections présidentielles. Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel l'envoyé du président de la République du Soudan du Sud, qui est également la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Han Oyut Deng Akwil. Han Ding donc a remis au président Guelleh un message de son homologue de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, concernant les relations entre les deux pays et les efforts en cours pour rétablir la sécurité et la stabilité ainsi que l'unité nationale dans ce pays ami. Rappelant que la République de Djibouti joue un rôle de premier plan dans les efforts en faveur de la réconciliation nationale et de la paix dans le Sud-Soudan. En effet, le président djiboutien, donc le Djiboutien, donc Dr Ismaël Ouaïs, envoyé spécial de l'autorité intergouvernementale pour le développement, contribue efficacement à ces démarches qui concrétiseront les aspirations de la population du Sud-Soudan à vivre dans la paix et la sécurité et à réaliser le développement souhaité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a assisté à cette rencontre. Et justement, donc, écoutons ce dernier donc, qui, à l'issue de l'entretien du président Guelleh avec l'émissaire sud-soudanais, donc, nous a retracé les différents points qui ont été abordés lors de cette rencontre. On écoute le porte-parole du gouvernement. Nous recevons aujourd'hui son Excellence la ministre des Affaires étrangères de Sud-Soudan. Le président de la République l'a rencontré, a reçu un message écrit adressé par son homologue, son Excellence le président Salva Kiir, la République du Sud-Soudan. Ce message comportait des points relatifs au processus de paix en cours en ce moment au Sud-Soudan. Il faut savoir que hier, aujourd'hui le 14, des groupes armés au Soudan et le gouvernement du Sud-Soudan se réunissent. Le gouvernement également du Soudan a envoyé une forte délégation pour pouvoir justement mettre en œuvre l'accord revitalisé qui a été négocié par les pays de l'IGAD. Il est important que ce processus puisse se poursuivre et faire en sorte que le gouvernement du Sud-Soudan de transition soit formé le mois prochain. Djibouti a un rôle important dans ce processus à travers la personne de Dr Ismaël Ouaïs, qui est le médiateur de l'IGAD. Et donc son rôle est très apprécié, le rôle de la République de Djibouti est très apprécié et nous allons certainement envoyer une délégation à ce processus de paix en cours actuellement à Djouba. Voilà un peu le contenu du message que Madame la ministre. Et balai diplomatique donc ce matin au palais présidentiel où le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu successivement donc 4 nouveaux ambassadeurs. Dans un premier temps, le président Guelleh a reçu les lettres de créance du nouveau ambassadeur égyptien accrédité et résident à Djibouti, Mohamed Mustafa Urfi, qui lui a remis les lettres de créance. تحيات وتمنيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفيع المستوى بعدما صدر توجيه رئاسي بأن أبذل أقصى جهدي للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يليق بأواصر التعاون والمشترك والدعم المتبادل بين البلدين خلال العقود الماضية. À cette occasion, le nouveau ambassadeur d'Égypte donc a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'excellence des relations privilégiées existant entre les deux pays frères et la coopération commune et le soutien mutuel durant les dernières décennies. Il a ajouté que les deux pays partagent souvent les situations régionales et internationales. De son côté, le président de la République a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate égyptien, lui assurant donc la disponibilité de son gouvernement et en son nom personnel donc pour le féliciter de sa tâche dans son second pays. Le président de la République a profité de cette occasion pour transmettre ses sincères salutations à son homologue, le président égyptien. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a également reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Bahreïn non résident
à Djibouti, Al-Cheikh Hamoud Ben Abdallah Ben Hamed Al-Khalifa, lors de cette cérémonie solennelle, auquel a également assisté le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le nouvel ambassadeur du Bahreïn a réaffirmé la volonté commune de travailler à l'élargissement et à la consolidation des liens de coopération existants entre les deux nations, ainsi que la continuité des progrès dans la sphère multilatérale. Le président Guelleh a adressé de son côté ses cordiales salutations au nouvel ambassadeur de Bahreïn et a réaffirmé les sentiments de fraternité irrévocables qui unissent Djibouti et le Bahreïn. وهي القرن الأفريقي وانطلاقا من أواصر القربة والتاريخ والعقيدة والحضارة الجامعة. وأتشرف ابتداء يا فخامة الرئيس بأن أنقل إلى فخامتكم أجمل التحيات وأطيب التمنيات من سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى ومن صاحبي السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وهم يعربون لفخامتكم عن بالغ التقدير وعميق الاحترام، متطلعين إلى دعمكم ومساندتكم الكريمة لي في هذه المهمة الدبلوماسية التي أعتز بها وأفخر. وكل أمل أن نتمكن برعايتكم من بناء علاقات وطيدة ومتنامية بين بلدينا العزيزين في شتى المجالات. Et le président de la République a reçu par la suite au palais présidentiel toujours le nouvel ambassadeur de l'Indonésie accrédité et non résident, Al-Busri Basnour, qui lui a remis ses lettres de créance. L'ambassadeur Al-Busri Basnour a exprimé son grand plaisir à occuper ce poste, s'engageant à faire tout son possible pour promouvoir et relancer les relations bilatérales et la coopération entre Djibouti et l'Indonésie. Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Republic of Djibouti, as well as a letter of recall of my predecessor. Mr. President, allow me to take this great opportunity to convey the warm greetings from my President, His Excellency, Mr. Joko Widodo, and the people of the Republic of Indonesia. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guelleh a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate indonésien. Il lui a souhaité aussi du succès dans les tâches qui lui sont confiées pour consolider les relations entre les deux pays et réaliser les aspirations de ces deux peuples. Et par la suite, le président de la République a reçu au palais présidentiel toujours le nouvel ambassadeur de l'Union européenne accrédité et résident à Djibouti, Aidan O'Hara, qui lui a remis ses lettres de créance. L'Union européenne au sein de votre pays. Je veux transmettre aussi les salutations chaleureuses du président du Conseil européen ainsi que le président de la Commission européenne. Et je veux vous assurer de l'engagement et l'enthousiasme de toute mon équipe ici avec moi. Et ça sera mon très grand plaisir que les liens entre l'Union européenne et le Djibouti soient encore plus proches pendant mon mandat ici. Merci.
Et le diplomate de l'Union européenne a souligné les relations étroites existantes entre Djibouti et l'Union européenne dans différents domaines. De son côté, le président Guelleh a assuré le nouveau ambassadeur de l'Union européenne que le gouvernement djiboutien était prêt à lui apporter le soutien nécessaire pour lui permettre de mener à bien les tâches diplomatiques qui lui sont confiées. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui la visite de travail d'une importante délégation italienne conduite par Arturo Luzzi, ambassadeur d'Italie à Djibouti avec résidence à Addis Abeba et composé des représentants du ministère de la Défense, des Affaires étrangères et de la Justice. Le ministre de la Défense a souligné que la République de Djibouti et l'Italie entretiennent des relations historiques et privilégiées et a exprimé sa volonté que ces partenaires d'exception qui partagent les mêmes valeurs fondamentales poursuivent activement leurs échanges en matière de défense. De son côté, la délégation, par le biais de l'ambassadeur Arturo Luzzi, a remercié le ministre pour son accueil et exprimé ses attentes quant au développement d'une coopération bilatérale concrète en matière de défense. Et dans ce sens, le ministre et l'ambassadeur ont annoncé, dans le cadre des initiatives en faveur de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense, la prochaine signature d'un accord cadre entre l'Italie et la République de Djibouti. Toujours en nouvelles du pays, le Djibouti Palace Kempinski a abrité hier une cérémonie de clôture de travaux de consultation nationale autour des accélérations du plan d'action global intégré au plan national de développement sanitaire PNDS 2019-2023. Placée sous l'égide du ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, la cérémonie a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumouna Ahmed Hassan, du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que de nombreux ambassadeurs, dont l'ambassadrice d'Allemagne, de France, d'Égypte, et celui du Cuba, du Japon et du chef de la coopération de l'Union européenne à Djibouti. A noter également la présence de la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Mendy, aux côtés de plusieurs représentants d'organismes internationaux comme l'OMS, l'UNICEF, le PNUD, l'USAID ou l'ONU-SIDA. En effet, cette cérémonie vient clore donc les travaux de réflexion conduits durant 8 jours et ce en collaboration avec l'UNICEF et l'OMS grâce à l'approche de planification participative et inclusive de plus de 80 experts nationaux issus de divers secteurs. Ces travaux ont permis de formuler un plan d'action global audacieux qui vont insuffler une nouvelle dynamique et donner un coup d'accélérateur vers l'effectivité de la couverture sanitaire universelle à Djibouti. Une ambition affichée du département de la santé qui s'inspire de la politique sanitaire édictée dans la feuille de route du président de la République pour que nos populations soient en bonne santé, économiquement et socialement productives et bénéficient d'un accès universel aux services de soins de qualité. Reposant sur 4 thématiques globaux, les nouvelles recommandations issues de cet exercice vont permettre d'ajuster les orientations du plan national de développement sanitaire 2019-2023 s'inscrivant dans la vision Djibouti 2035. Voilà, donc c'était l'appel à prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc au Djibouti Palace Kempinski où le ministère de la Santé avait organisé une cérémonie de clôture des travaux de consultation nationale donc, du programme PNDS pour la période 2019-2023. Et dans les différents discours, la représentante de l'UNICEF et celui de l'OMS ont réaffirmé le soutien de leur organisation pour accompagner les efforts gouvernementaux en matière de développement du système de santé djiboutien. Nous les écoutons. L'initiative ministère de la Santé, conjointement supportée par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, a visé à identifier et à analyser les orientations nécessaires à l'intensification du développement du système de santé dans le pays, avec une articulation autour des 4 thématiques liées aux accélérateurs GAP, à savoir les soins de santé première, les ressources humaines pour les soins de santé première, le financement des systèmes de santé et la gestion des données et d'informations de la santé. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement le gouvernement de Djibouti à travers le ministre de la Santé qui accorde encore une fois de plus son attention sur l'amélioration du statut de la santé des populations et donc des enfants à travers l'amélioration de l'accès universel aux services de santé. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous pour clôturer cet atelier, un atelier de concertation nationale
sur le système de santé en général et un travail axé sur le plan d'action global. En fait, il s'agit d'un projet d'une nation. Une nation qui a voulu travailler ensemble, mettre la main dans la main pour se doter du meilleur système de santé qu'on puisse avoir, pour garantir, comme on l'a vu tout à l'heure, le meilleur état de santé et de bien-être pour les citoyens de ce pays, qu'ils soient djiboutiens, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient déplacés ou qu'ils soient migrants. Tout le monde dans ce beau pays a le droit au meilleur état de santé qu'on puisse avoir. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Warsame Diria, a rappelé l'importance que revêt cet exercice de réflexion et de concertation nationale autour des accélérateurs du plan d'action global pour une vie saine et de bien-être de tous. On écoute. Avec beaucoup de satisfaction que je prends la parole devant vous pour clôturer cet atelier de consultation nationale autour des accélérateurs de plan d'action global pour une vie saine et le bien-être de tous. Quand nous avons décidé de faire de Djibouti un pays pilote pour l'implémentation du plan d'action global pour une vie saine et le bien-être de tous, j'y ai vu des opportunités. D'abord, celle de conduire un exercice de dialogue national sur la base de notre nouveau plan national de développement sanitaire 2019-2023, dont la rédaction a été conduite à son terme. Ensuite, celle de s'approprier une initiative internationale s'inscrivant dans la droite ligne du choix de Djibouti en matière de couverture sanitaire universelle. Concrètement, tout en permettant aux participants, futurs maîtres d'œuvre, de s'approprier les BNDES, nous avons vu la possibilité de questionner, de consolider les stratégies retenues à la lumière des accélérateurs du plan global d'action. L'objectif final étant de parvenir à la délivrance des prestations de soins de qualité, répondant aux besoins de tous, assurés par un personnel de santé motivé et qualifié, le tout soutenu par une gouvernance et des capacités institutionnelles renforcées. Que la mise en place de l'assurance maladie universelle, portée par la volonté du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a constitué une avancée sans précédent dans l'accès aux soins de notre pays. Il nous appartient dès lors d'en consolider les acquis et d'en accélérer la mise à l'échelle. Également dans l'actualité, le secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdallah Mohamed Ali, a fait aujourd'hui une importante déclaration sur la situation des enfants mineurs qui vivent et travaillent sur les lieux publics. Il s'est exprimé en ces termes. Je vous propose de l'écouter. Il a été constaté une prolifération des enfants mineurs non accompagnés qui déambulent sur les lieux publics, les carrefours, et qui sont exposés à toute forme de dépréciation. Des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Afin de mettre fin au phénomène, des actions seront entreprises sur le marché du travail pour protéger les enfants contre toute exploitation. Nous rappelons que le travail des enfants mineurs est strictement interdit par l'article 5 du Code du travail. En outre, la République de Djibouti a pris des engagements internationaux à travers la Convention numéro 182 qui vise la prévention et l'élimination de toute forme de travail des enfants. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration informe que l'enfant doit être protégé et rester sous la garde de ses parents. Le seul lieu de travail de l'enfant doit être l'école. Le ministère informe également que des actions pérennes de nature à éradiquer ce fléau seront menées en collaboration avec les départements associés pour combattre ce phénomène.
Après le lancement de la Semaine de la Science hier au Palais du Peuple, cet événement donc est le premier du genre à Djibouti, une équipe de la radiodiffusion télévision de Djibouti est partie ce matin voir de plus près les stands des produits que des jeunes Djiboutiens ont exposés, des produits prometteurs comme notamment Transalg. Je vous propose de les écouter. Encore à l'étape d'essai. En premier lieu, il y a une poudre d'algue qui a plusieurs vertus qui peut être prise sous forme de tisane ou sous forme de thé. Qui a plusieurs vertus, qui peut apporter du calcium pour les gens qui ont un problème de lactose, qui peut ramener des fibres alimentaires, du fer, du calcium, plusieurs vitamines variées et même des protéines. Dans un second lieu, il y a un jus d'algues qu'on a nous-mêmes concocté à travers des algues et qu'on a mixé avec des machines pas industrielles mais plus ménagères, qu'on trouve ça chez nous. Donc, ce jus d'algues nous permettra de purifier le foie ou les reins, mais parfois le sang. Et il a un deuxième aspect, c'est un antioxydant qui permet et facilite la dégraissation et le fait de perdre du poids pour tout être humain, homme comme femme. En troisième lieu, il y a un liquide qu'on a fait fermenter à partir d'algues et qui peut être utilisé comme un puissant fertilisant pour les arbres. Il peut être aussi utilisé comme étant un antiparasitaire ou un antifongique qui permettrait même parfois d'augmenter le rendement sur le long terme. Donc actuellement, tous les produits qu'on présente ne sont faits qu'à l'échelle traditionnelle, si on peut dire, parce qu'on fait ça avec les moyens de bord. Mais on espère avoir beaucoup de soutien et même, pourquoi pas, aller vers l'étude pour essayer d'arrondir notre propre structure. Dans le cadre du programme Promotion et Protection des droits humains, le comité de gestion communautaire de Dikil a organisé dimanche hier un dialogue communautaire portant sur les droits de l'enfant, plus particulièrement sur les pratiques néfastes comme le MGF au siège de l'UNFD de Dikil. ont participé donc à cette activité de mobilisation sociale de nombreuses personnalités issues de la ville de Dikil, à savoir la présidente de l'antenne UNFD de Dikil, la coordinatrice du comité de gestion communautaire de Dikil, ainsi que des femmes et jeunes de la ville de l'Unité. Cette activité avait pour objectif de promouvoir le droit de l'enfant auprès de la communauté représentative pour l'abandon total des mutilations génitales féminines. L'UNFD est représentée par deux superviseurs composés de M. Hassan Ibrahim, superviseur du projet Salam, et Halim Nour, superviseur du projet Salam également. Le Centre régional de formation maritime a accueilli aujourd'hui la réunion annuelle du comité de coordination du centre du même nom et du groupe de travail pour le renforcement des capacités de la région. Cette réunion, qui a été présidée par la directrice générale du CRFM, Mina Hussein, a vu la participation de représentations donc de l'ambassade du Japon, de la conseillère juridique du président de la République, des officiers supérieurs des différents corps armés, le directeur des affaires maritimes et point focal national du Code de conduite de Djibouti et plusieurs invités. Le CRFM a atteint aujourd'hui sa vitesse de croisière grâce à la volonté et à la détermination des gouvernements djiboutiens et japonais et bien sûr à leur contribution financière. Plusieurs autres nations amies de Djibouti et Japon se sont également investies pour le bon fonctionnement et la longévité des résultats donc gratifiantes. Le CRFM représente aujourd'hui un concept dédié à coordonner donc la coopération régionale en matière de renforcement des capacités des professionnels et praticiens opérant dans le domaine de la sûreté maritime et avec la coopération des correspondants désignés par les pays signataires du Code de conduite de Djibouti. Écoutons à présent la directrice du Centre de formation maritime, Madame Mina Hussein. Réunion est une rencontre extraordinaire puisque c'est une première que les experts et membres du comité de coordination du Centre régional de formation maritime de Djibouti et du groupe de travail se réunissent pour réfléchir ensemble sur les modalités et les moyens à mettre en place pour mieux coordonner les efforts au service de la région. La raison d'être du Centre régional de formation maritime de Djibouti découle de la signature le 29 janvier 2009 du Code de conduite de Djibouti par 21 pays riverains de l'espace maritime de la mer Rouge, du golfe d'Aden et de l'océan Indien il y a déjà 10 ans. Ce code, le premier accord signé dans la région pour la sécurisation maritime,
a été amendé en janvier 2017 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Aussi, je voudrais souligner que le Centre régional de formation maritime, connu sous le nom de Djibouti Regional Training Center en anglais, est aujourd'hui une réalité, grâce à la détermination du gouvernement de Djibouti et du gouvernement du Japon et à leur très importante contribution financière. Je souhaite que cette rencontre, qui nous réunit aujourd'hui ici, à Djibouti, nous permettra de mieux apprécier et évaluer le chemin que les 21 pays signataires du Code de conduite de Djibouti ont parcouru tout au long de ces 10 dernières années en termes de renforcement de capacités et surtout en coordination des efforts pour mieux contribuer à une meilleure sécurisation de nos mers. Et en prévision de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, une importante opération de plantation de centaines de milliers d'arbres aura lieu sur toute l'étendue du territoire. En effet, une campagne de reboisement aura lieu pour réhabiliter ces écosystèmes fragilisés par le changement climatique. Et dans le document qui va suivre, nous allons vous parler d'une variété d'arbres importante et indispensable à notre écosystème, l'acacia nicoleta. La suite dans ce reportage. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, prévue le 16 octobre, le ministère de l'Agriculture a lancé un vaste programme de plantation d'arbres dans la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Le ministère de l'Agriculture a lancé une campagne de projets de résilience dans les forêts dans les sous-préfectures de Dora. Ce programme a été exécuté suite à la demande des bénéficiaires qui ont constaté le vieillissement des forêts à Acacia nilotica. Les projets de résilience du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques a entamé une campagne de reboisement pour réhabiliter ces écosystèmes fragilisés par le changement climatique. À ce jour, plus de 20 000 pieds ont été plantés dans la sous-région de Dora, notamment de Modgoul, Andaba et Kaloudoda. L'acacia nilotica est vraiment un arbre à usage multiple, largement employé comme bois d'œuvre, comme source de forage, de tanning et de gomme, et comme arbre de clôture, essence d'ombrage et de bois de chauffage. Le bois de cœur marron foncé est presque 2 fois plus dur. Dans les feuilles que les gousses font un excellent forage, riche en protéines, les fleurs, quant à elles, produisent un miel de bonne qualité. Les tannings contribuent à ces multiples usages médicinaux. La plante agisse comme un puissant astringe. L'écorce, la gomme, les feuilles ainsi que les gousses entrent dans la fabrication de nombreux médicaux traditionnels car elles possèdent des propriétés anti-inflammatoires. La population de ces régions utilise le terminali dans les cadres des multiples fonctions en premier l'alimentation du bétail, surtout en période de sécheresse, surtout à Modgoul et Andaba. La population nomade s'impliquée dans la plantation d'arbres d'acacia. Par ailleurs, dans le cadre de cette journée, dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation placée sous le signe Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde zéro faim, l'équipe de coordination de l'UGP du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques a procédé à la distribution de 5000 plants d'ombrage terminalia connus pour ses propriétés fourragères et médicales. Ces plantes sont très appréciées pour le bois avec des multiples qualités. Durant la période de terminalia, peut aussi servir à l'alimentation, mais aussi un arbre avec des bois secs très appréciés pour son odeur. Les femmes ont participé à la plantation en présence des techniciens du ministère de l'Agriculture et de l'unité de gestion des projets. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre le déboisement et du changement climatique par le biais de plantation de 100 000 arbres sur tout le territoire national, le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, a organisé une réunion préparatoire et de sensibilisation aujourd'hui avec l'ensemble des services déconcentrés de l'État, des leaders associatifs et des hautes autorités de la région. Cette réunion avait pour objectif de planifier et recadrer les activités préparatoires de la campagne nationale de plantation d'arbres initiée par le ministère de l'Agriculture sous le patronage du président de la République, prévue pour le 16 octobre prochain.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Tunisie, Kaïs Saïd est largement élu président. Des milliers de Tunisiens ont célébré la victoire triomphale du candidat indépendant à la présidentielle, Kaïs Saïd. Il s'agit d'une victoire de tout un peuple, a lancé hier soir Kaïs Saïd, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle anticipée en Tunisie. 2 sondages donc réalisés à la sortie des urnes ont indiqué qu'il avait emporté avec une large avance sur son adversaire, l'homme d'affaires Nabil Qaraoui. L'Institut Sigma le crédite ainsi de 76,9% de suffrages, alors que Kemer Ode Consulting parle de 72,53%. S'adressant à ses compatriotes après l'annonce de ce chiffre, M. Saïd a souligné que l'État allait continuer à respecter ses lois et ses obligations internationales. Nous rassurons beaucoup de personnes car nous connaissons l'étendue de la responsabilité, ce qui signifie que l'État doit continuer à appliquer ses lois et sa législation. Pour sa part, Nabil Qaraoui a reconnu sa défaite lors d'un point de presse. Il a cependant indiqué que son équipe de campagne attendrait l'annonce des résultats officiels pour pouvoir formuler une position bien déterminée. Le chef d'État par intérim, Mohamed Ennasser, à la tête du pays depuis le décès de Bekri Khaïd Essebsi en juillet dernier, a noté qu'à l'issue de ce scrutin présidentiel et des législatives du 13 octobre, la Tunisie compte un nouveau leadership législatif et exécutif, saluant par la même occasion l'approbation des observateurs au niveau interne et externe pour toutes les étapes du processus électoral. Et enfin, au Japon, le typhon Hagibis fait au moins 35 morts, 110 000 secouristes ont été déployés. Le bilan continue à s'alourdir au Japon après le passage du typhon Hagibis. Selon les médias japonais, au moins 35 personnes ont perdu la vie. 110 000 secouristes étaient déployés hier pour venir en aide aux habitants. Maisons submergées, glissements de terrain, cours d'eau en furie, la tempête chargée de pluie d'une intensité record a semé la désolation en traversant le centre et l'est du Japon dans la nuit de samedi à dimanche. Des habitants ont été ensevelis dans des glissements de terrain, noyés dans leur habitation ou dans leurs véhicules emportés par les eaux, parmi lesquels un enfant dont le corps a été retrouvé dans une rivière. Hier soir, les médias locaux recensaient 35 morts et 11 disparus. L'intensité sans précédent des précipitations, selon l'agence météo japonaise, avait poussé celle-ci à émettre son niveau d'alerte aux pluies maximales réservées aux situations de catastrophes prévisibles. Hagibis a accosté donc samedi et a atteint la capitale japonaise avec des rafales de vent pouvant atteindre près de 200 km/h. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.